Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette dernière conférence des portes ouvertes de l'Université de Montréal, une conférence autour des professions de demain pour de saines habitudes de vie. Je me présente, Jonathan Cassex, donc je suis conseiller au sein du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence. Nous avons également l'honneur de recevoir 3 personnes très impliquées dans le milieu des soins de la santé. Mais avant de vous les présenter, encore une fois, je vous rappelle un petit peu comment va se dérouler la conférence. Donc, tout d'abord, je vais leur poser des questions pertinentes liées aux perspectives de carrière en lien dans les milieux de santé. Et comme on le dit à chaque conférence, il y a beaucoup de perspectives de carrière, donc c'est très intéressant. Puis ensuite, vous aurez la parole, vous pourrez poser vos questions à travers l'application Slido qui va s'afficher à l'écran. Vous avez juste à aller sur le lien de l'application, puis poser vos questions et je les poserai à nos invités. Et par la suite, vous pourrez venir échanger quelques minutes avant la fin. Je rappelle que les portes ouvertes se terminent à 16 heures et que c'est la dernière conférence. Donc voilà, tout est dit. Je vais maintenant présenter mes invités. Nous avons la chance d'avoir un kinésiologue et vice-président de la Fédération des kinésiologues du Québec, Monsieur Marc-Antoine Pépin, bonjour. Donc, vous êtes kinésiologue depuis 2013. Vous possédez votre propre entreprise de services en kinésiologie et fort d'une expérience en préparation physique auprès d'athlètes de différents niveaux. Votre mission principale est d'outiller les athlètes pour qu'ils atteignent leur plein potentiel tout en considérant l'individu ainsi que ses contraintes. Et vos valeurs qui résonnent, je pense, pour tout le monde sont l'autonomie, le respect, l'éthique du travail et la collaboration. Merci d'être là. Nous avons également la chance d'avoir la présidente de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, Madame Paul Bernier, bonjour. C'est moi. Donc, oui, en fait, en poste depuis 2014, vous êtes également impliqué tout au long de votre carrière au sein du conseil d'administration et de nombreux comités. Vous avez aussi assumé les responsabilités de la direction générale pendant 16 mois. Et à titre de présidente, vous comptez plusieurs réalisations, tant au point de vue de la gouvernance, de la réglementation et des orientations stratégiques. Auparavant nutritionniste, notamment aux soins intensifs pendant plus de 35 ans et cofondatrice de l'équipe de soutien nutritionnel à l'hôpital général juif de Montréal, du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal. Vous avez, en plus de votre travail clinique aux soins intensifs, été conseillère en matière de sécurité et d'amélioration et experte conseil auprès de l'Institut canadien pour la sécurité des patients pendant plus de 4 ans. Bonjour à vous. Et enfin, nous avons donc Manon Dufresne. Donc, vous avez un baccalauréat en physiothérapie, une maîtrise en santé au travail et une maîtrise en gestion et développement des organisations. Vous êtes même actuellement en DESS en droit et politique de la santé. Toujours aux études, bienvenue dans le club. Et depuis 6 ans, vous avez gravi les échelons au sein de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et êtes aujourd'hui la présidente de cet ordre. Et vous avez aussi occupé des fonctions de haute direction dans le réseau de la santé durant une 12aine d'années et également, vous avez pratiqué en tant que clinicienne dans le privé. Merci également d'être là. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, une question qui sera commune pour vous trois. Il existe plusieurs mythes sur vos professions, plusieurs idées préconçues qu'il faut peut-être détricoter. Pouvez-vous nous en dire plus? Je commence avec M. Pépin. Ah, voilà. Donc, oui, en fait, je vous dirais, il y a 3 mythes principaux au sein de la kinésiologie. Le premier, vous l'avez probablement déjà entendu, c'est que les kinésiologues travaillent uniquement dans les gyms, dans les salles d'entraînement. Évidemment, oui, c'est sûr, c'est un créneau où il y a beaucoup de kinésiologues qui travaillent dans une optique de prévention principalement. Par contre, il y a aussi là, énormément de kinésiologues qui sont impliqués dans d'autres milieux, que ce soit le domaine de la santé, le domaine de sportifs de haut niveau, le domaine de la kinésiologie plus en entreprise et tout ça. Donc, il y a vraiment là, une panoplie de milieux. Le deuxième mythe principal, je vous dirais, qui est à déconstruire, c'est que la kinésiologie est une technique un peu plus vague et moins fondée sur les sciences et tout ça. Donc ça, pour ça, c'est important de distinguer la kinésiologie appliquée, donc qui, elle, est une technique beaucoup moins basée sur la science, et la kinésiologie, comme on la connaît, comme on la pratique ici, comme elle est enseignée ici à l'Université de Montréal, qui est une kinésiologie vraiment basée sur la science.
Et pour terminer, le troisième mythe, c'est beaucoup ce que fait le kinésiologue. Donc ça, je n'aimerais pas d'exemple, mais on en entend beaucoup que le kinésiologue fait des massages, que le kinésiologue fait plein d'autres choses qui ne sont pas vraies tout à fait. Donc le rôle du kinésiologue, qui est une profession en plein essor, est encore à bien baliser, à bien définir et clarifier pour le public, entre autres. Merci beaucoup. Même question pour Madame Dufresne. Alors, je commencerai en disant qu'un des mythes importants au niveau de la physiothérapie, c'est que la physiothérapie, c'est un service à accès direct. Et ça l'est depuis le début des années 90. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui souhaite voir un physiothérapeute n'a pas besoin de déranger ou de passer par un médecin nécessairement pour accéder à un physiothérapeute qui va l'évaluer, qui va déterminer la liste de problèmes et qui va en faire donc le plan de traitement, la prise en charge subséquente. Alors, je pense que c'est important de ramener, c'est pas un mythe parce qu'en fait, c'est une réalité, mais c'est parce que c'est méconnu. Alors, je pense que c'est important de le rappeler. Un autre élément, c'est que on pense parfois que les physiothérapeutes ou les technologues en physiothérapie agissent seulement, je dis bien seulement, mais même si c'est quand même 3 grands systèmes, au niveau neuro-musculo-squelettique. Alors, c'est faux. Le champ d'exercice de la physiothérapie concerne à la fois le neurologique, le musculaire, le squelettique, oui, mais aussi le cardio-respiratoire. Donc, tout ce qui concerne les maladies chroniques, les épisodes de COVID courte, COVID aiguë qu'on a connu, COVID longue également maintenant. Donc, l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les professionnels de la physiothérapie comme étant des professionnels clés pour agir justement en COVID longue. On sait que c'est une maladie, une nouvelle maladie, qui n'interagit pas du tout comme celle que l'on connaît actuellement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. On est encore en train d'apprendre sur cette maladie. Et je l'ai dit, je le répète, malheureusement, même si ça fait quand même plusieurs années que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie sont en profession, hein, exercent leur profession tant publique que privée. Il y a encore beaucoup de méconnaissances quant à leur rôle, leur responsabilité. Donc, moi, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants que je fais auprès des différents partenaires, justement, de faire connaître et de valoriser les champs d'exercice pour pouvoir accroître l'accessibilité aux services à la population. Merci beaucoup. Madame Bernier, même question. Il y a tellement de mythes concernant la profession que peut-être que ce que je dirais, c'est ce qui contribue à la méconnaissance, c'est le fait que tout le monde mange. Alors, les gens, ils vont de leur petite expérience pour dire, ah ben moi, je peux témoigner de mon expérience et donner des conseils ou accompagner quelqu'un, alors que la nutrition, tout comme la kinésiologie et la physiothérapie, est une science et la pratique est basée sur les données probantes. Et c'est extrêmement complexe. La somme de connaissances requises pour pouvoir exercer correctement, sans faire de préjudice auprès d'un patient ou d'une personne, fait en sorte que seuls les nutritionnistes, diététistes et nutritionnistes, hein, ce sont 2 termes équivalents qui sont réservés au Code des professions aux membres de notre ordre. Donc, les diététistes, nutritionnistes sont les seules personnes qui peuvent agir auprès d'une personne de façon sécuritaire en nutrition. Et c'est beaucoup plus complexe. Quand on commence à parler aux gens de notre profession, ils n'en reviennent pas parce qu'on agit partout dans le domaine de la santé et en prévention aussi. Parfait. Merci beaucoup. Puis avant de poser la prochaine question, je vous rappelle évidemment que tous ces programmes d'études sont présents dans ce pavillon-ci. Donc, juste derrière, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir les programmes d'études en question avec les professionnels puis les étudiants ambassadeurs à ces kiosques. Justement, donc ça fait un lien avec ma prochaine question. Vos professions offrent de multiples parcours avec des candidats également variés. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Je refais la ligne avec M. Pépin. Oui, bien en fait, au niveau de la profession, il y a 3 champs d'exercice, champs de pratique en fait, dans lesquels le kinésiologue va vraiment se démarquer. C'est-à-dire qu'il va travailler dans un premier temps en prévention, dans un second temps au niveau du traitement et dans un troisième temps au niveau de la performance. Donc, le kinésiologue, on le définit comme un professionnel de la santé qui est
expert du mouvement et qui utilise l'activité physique dans un de ces trois sphères-là. Donc, au niveau des différents cours qu'ils vont avoir, donc il y a un certain tronc commun de compréhension, évidemment, du corps et tout ça, donc que ce soit plus anatomie, physiologie et tout ça. Mais par la suite, surtout dans la dernière année, il va y avoir là, un choix qui va devoir être effectué un petit peu plus, à savoir est-ce qu'on désire travailler davantage en prévention. Et évidemment, c'est très large, donc c'est une prévention des blessures, une prévention de problématiques cardiovasculaires, cardio-respiratoires, métaboliques. Sinon, il peut y avoir aussi au niveau de la performance, donc c'est davantage évidemment mon créneau, mais la haute performance, donc le sport de haut niveau et tout ça peut en être un autre choix. Ou sinon, bien, on peut trouver aussi dans un objectif de traitement, donc qu'on se soit en centre hospitalier ou peu importe. Donc, le kinésiologue, l'étudiant en kinésiologie dans sa dernière année, normalement, va devoir choisir cette branche-là selon ce qu'il désire. Et moi, ce que je trouve incroyable de cette profession-là, c'est qu'évidemment, c'est en plein essor et c'est vraiment le temps de pouvoir faire la place du kinésiologue. Donc, vous décidez donc, avec quel type de clientèle je veux intervenir. Vous pouvez faire vos études là-dedans et après ça, bien, vous avez vraiment une ouverture là, au niveau de la clientèle et de la population là, pour pouvoir agir. Parfait. Madame Dufresne? Alors, bien, avant d'aller dans la déclinaison des différentes possibilités, parce que nous, on a plusieurs formations, puis les gens peuvent provenir de différents secteurs également, y compris à l'international. Le physiothérapeute, le technologue en physiothérapie sont habilités, sont formés et compétents pour agir à la fois, oui, en prévention, donc au niveau des habitudes de vie, faire de l'enseignement, de la pédagogie et de la réassurance aussi lorsque des gens ont des conditions particulières avant même que ça devienne un problème. Alors, on va consulter un physiothérapeute en interaction parfois avec un technologue en physiothérapie et ces gens-là sont vraiment les personnes compétentes pour fournir ces indications-là. Alors, c'est déjà au niveau de la prévention, c'est important. Bien sûr, lors de la prise en charge, j'ai fait mention tout à l'heure du champ d'exercice, donc qui couvrait quand même 5 systèmes neuromusculo-squelettiques, cardio-respiratoires. C'est une bonne partie du corps humain quand on regarde tout ça. Alors, le professionnel de la physiothérapie a sa première intervention, ça va être d'évaluer la condition physique de la personne pour s'assurer d'en identifier les incapacités ou les déficiences. Et à partir de ça, va établir les problématiques, va établir un plan de traitement qu'il va mettre en œuvre et qu'il va suivre. Donc, essentiellement, ça fait partie de ce que le physiothérapeute et le technologue en physiothérapie, moyennant les préalables pour le technologue en physiothérapie, ces gens-là peuvent agir ainsi. Au niveau de la formation, donc au Québec, on a 2 types de formations, comme vous l'avez compris. Donc, une formation universitaire qui mène à un titre de physiothérapeute. Nous avons 5 maisons d'enseignement au Québec qui donnent cette formation-là. C'est un programme de 4 ans et demi qui donne, en bout de piste, une maîtrise. Donc, le physiothérapeute, pour pouvoir pratiquer en physiothérapie, désormais, doit présenter son diplôme et c'est l'ordre qui octroie aux professionnels son permis pour pouvoir pratiquer. Au niveau des technologues en physiothérapie, c'est un DEC de 3 ans. Il y a 8 maisons d'enseignement. Il va y en avoir 4 autres qui vont s'ajouter dans les prochaines années. On est bien content parce qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là. Les candidats qui proviennent, par contre, de l'extérieur du Canada, là, alors lorsqu'ils voudraient, par exemple, signifier leur intention de pratiquer au Québec, dans la mesure où ils ont obtenu leur permis dans une province canadienne, à ce moment-là, on a un accord avec les autres provinces canadiennes et ce que l'on fait, c'est ce qu'on agit permis sur permis, comme beaucoup d'autres professions là, du système professionnel québécois le font. On a aussi des candidats qui proviennent de l'international, qui ont fait des formations diverses. Et pour ces gens-là, alors, on les invite à monter leur dossier, à présenter leur dossier pour que soit étudiée leur équivalence en termes de formation et d'expérience. Et au sortir de cette analyse-là, bien, on pourra leur dire quels moyens ils peuvent prendre pour accéder, lorsque c'est réaliste, bien sûr, soit à un programme qui va mener à une diplomation de physiothérapeute ou encore à un programme qui va mener à un programme de technologue en physiothérapie. On a aussi, je veux aller rapidement, mais quand même, c'est très important. Dans le domaine de la physiothérapie, on a ce qu'on appelle des formations avancées. Alors, pour la plupart de nos physiothérapeutes, plusieurs d'entre eux vont se chercher ce que l'on appelle des attestations qui vont leur permettre de faire des pratiques avancées, des manipulations articulaires et périphériques,
de la prescription de radiographie. Donc, les physiothérapeutes qui détiennent une attestation de prescrire des radiographies, moyennant certains critères, sont à même donc de pouvoir prescrire une radiographie. La bonne nouvelle, c'est que depuis le 28 juillet, en plus, c'est remboursé par la RAMQ. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes dans ce beau dossier-là et on espère que les autres vont suivre. Donc, quelques exemples également. Donc, poncture des aiguilles sèches, la rééducation vestibulaire aussi fait partie de certaines pratiques avancées pour lesquelles les physiothérapeutes qui souhaitent aller dans ce secteur-là doivent quand même se donner des formations supplémentaires. Et ici, à l'Université de Montréal, je dois le nommer, il y a un diplôme d'études approfondies, donc d'études professionnelles approfondies, le DEPA, qui se donne, c'est un 3e cycle, qui permet à des physiothérapeutes qui sont déjà en pratique ou qui veulent faire la passerelle finalement, d'accéder à des formations particulières qui vont leur donner la possibilité de faire d'autres types de pratiques, comme des prescriptions qu'un physiothérapeute ne détenant pas le DEPA ne pourrait pas faire, d'autres pratiques avancées comme des références également à des spécialistes. Donc, on est vraiment dans un haut niveau de pratique. Encore une fois, tout ça pour accroître l'accessibilité aux services à la population et surtout dans un contexte où c'est très, très bien balisé, bien encadré, dans un contexte de protection du public. Donc, ça se décline comme ça. Puis sachez que avec ce qui se passe présentement, je vais parler pour la physiothérapie, mais avec toute la belle effervescence que l'on connaît, notamment avec la refondation du système de santé et de services sociaux, il y a fort à parier, je vais vous parler de d'autres pratiques tout à l'heure, que tout ça va bien s'implanter, va se consolider, puis il y a fort à parier qu'il y a d'autres programmes qui vont probablement aussi se développer. En tout cas, j'ai bon espoir. Parfait, merci beaucoup. Madame Bernier, même question sur les multiples parcours. Alors, en nutrition, évidemment, le Code des professions et la loi fédérale sur l'accord de libre-échange canadien fait en sorte qu'effectivement, les candidats qui sont formés à l'étranger sont admis permis sur permis. Le Code des professions aussi dicte comment accueillir des personnes formées à l'étranger à travers le processus des équivalences, mais vraiment, la grosse cohorte, ce sont les étudiants des 3 universités. L'Université de Montréal nous fournit le plus grand nombre de nutritionnistes et nous en sommes très heureux, mais toujours pas assez. On pense à 2 autres programmes qui sont en voie universitaire, en voie d'être ouverts. Et l'Ordre émet un permis de pratique générale. Donc, il n'y a pas de spécialité. La spécialité arrive, ce sont des opportunités quand on arrive sur le marché du travail. Il va y avoir un emploi qui va s'ouvrir dans un domaine ou un autre et la personne va acquérir de l'expérience et ira peut-être se former en formation continue pour pouvoir devenir expert en son domaine. On a 4 secteurs reconnus, dans le sens que qui sont organisés avec le référentiel de compétences. Donc, la nutrition clinique, presque 75% des membres pratiquent en nutrition clinique. Ça veut dire qu'ils font des interventions auprès d'individus un à un pour régler un problème de santé. Par exemple, on peut penser en oncologie, les patients qui sont atteints de cancer, qui doivent passer à travers un traitement de chimiothérapie, on les accompagne, ou quelqu'un qui se remet qui doit subir une chirurgie et après ça, qui s'en remet. La nutrition, c'est la base de la vie, hein? Si on pense à toutes les cellules, si vous pensez à votre biochimie, ceux qui ont commencé à avoir de la biochimie, la nutrition, c'est ce qui fait que nos cellules fonctionnent correctement. Si les cellules fonctionnent correctement, les organes vont fonctionner correctement. Et si les organes vont fonctionner correctement, ben l'ensemble de l'organisme le fait. Peut-être que mes collègues, eux, sont plus côté physique. Moi, si on parle des sciences de base, là, la physique, alors que quelqu'un qui est plus fort en chimie aurait peut-être plus de plaisir en nutrition. Ça dépend des forces et des faiblesses. Moi, j'étais pourrie en physique, mais j'étais très bonne en chimie. Alors, l'affinité s'est créée comme ça.
Donc, nos 4 secteurs de pratique, je reviens à nutrition clinique, 75%. Nutrition et santé publique. Alors là, c'est lorsqu'on intervient auprès de populations en prévention. C'est à peu près 16 à 20% de notre profession. Après ça, il y a gestion, que ce soit gestion des services d'alimentation, parce que la personne qui est hospitalisée ou qui est hébergée, elle doit se nourrir correctement pour justement surmonter sa chirurgie ou passer à travers ses traitements. Alors, il faut que le service d'alimentation connecte avec ce que la diététiste clinicienne prescrit. Alors, ça prend une compréhension. Et finalement, dans un faible pourcentage, biopharmaceutique et agroalimentaire, à peu près 2%. Je reviens à la nutrition clinique. Vous comprendrez que comme la nutrition, c'est la base de la vie, il n'y a à peu près aucune situation clinique où la nutrition n'est pas soit la source du problème ou il n'y a pas une conséquence. Par exemple, un patient qui doit passer à travers un traitement de chimiothérapie, mais la conséquence seront des aversions, difficultés à s'alimenter, des nausées, des choses comme ça, pour contrer les effets des médicaments. Donc, on est partout. Il y a un rôle partout. Le ministre Dubé a déposé le plan santé dont parlait Manon tout à l'heure, la refondation, avec 50 orientations, 50 suggestions. Nous, à l'Ordre, on a déposé un mémoire avec, on n'a pas décrit toutes les suggestions, mais pour chacune des 50 orientations du ministère, il y avait un aspect nutritionnel qui permet un meilleur accès, mais qui permet aussi une meilleure trajectoire, puis qui permet aux patients de mieux fonctionner. Alors, dans la vie de tous les jours, en réadaptation, par exemple, dans des centres de réadaptation ou en centre hospitalier, on travaille beaucoup avec les physiothérapeutes. Aux soins intensifs, nous, notre équipe, on s'assurait que les physiothérapeutes levaient les patients et que les patients étaient correctement alimentés. Puis là, les muscles recommencent à fonctionner, le cardio-respiratoire et dépend de tout ça. En nutrition sportive, on travaille beaucoup avec les kinésiologues pour optimiser la performance. Alors, eux, ils vont avec le développement musculaire, neuromusculaire. Nous, on y va avec tout ce qui est essence, le fuel pour l'athlète. Merci beaucoup. Vous avez parlé des étudiants internationaux. Ça me fait penser, je rappelle que pour tous les futurs étudiants, qu'ils soient au Québec, au Canada ou à l'international, qui n'ont pas pu se joindre à nous, évidemment, aujourd'hui, vous retrouvez toutes les informations sur le bac en kinésiologie, nutrition, physiothérapie, etc. sur mon site préféré, admissionumontréal.ca. Prochaine question qui évidemment va s'adresser à vous trois. On a parlé un petit peu, vous l'avez dessiné dans les autres questions, des activités professionnelles liées à ces disciplines, mais pouvez-vous nous parler également des milieux d'intervention de kinésiologie, nutritionniste, physiothérapeute? Puis je commence cette fois-ci dans cet ordre, donc c'est à vous. Oh mon Dieu! Je casse le rythme. Oui, on casse le rythme. La nutrition, je répète, est la base de la vie. On est partout. Alors, en nutrition clinique, tout ce qui est centre hospitalier, centre de réadaptation, déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, déficience physique, hébergement. Hein, on a vu, Manon parlait de la COVID, il y a eu une enquête du coroner où j'ai témoigné parce qu'il y a eu un nombre de décès faramineux dans les centres, les CHSLD, les centres de soins de longue durée. Et la maladie, la COVID, fait en sorte que, je reviens à mes petites cellules de tout à l'heure, le métabolisme dans les cellules tournait tellement rapidement que les patients n'étaient pas alimentés suffisamment. Donc, à un moment donné, pour faire simple, pour faire imager, il y a comme un épuisement, puis la mort s'ensuit. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Donc, il y a eu beaucoup de déshydratation, beaucoup de malnutrition pendant la période de COVID qui était sous enquête. Donc, nous sommes dans ces milieux-là. À l'intérieur de ces milieux-là, encore une fois, on est à peu près partout.
Moi, j'étais aux soins intensifs. Quand quelqu'un me demandait qu'est-ce que je fais, quand j'étais clinicienne, ce que je faisais, nutritionniste aux soins intensifs. Aux soins intensifs, qu'est-ce que tu fais là? Ben, les patients ne mangent pas. Non, ils sont sur ventilateur, ils ont un tube endotrachéal, mais on insère en même temps un tube nasogastrique ou nasoduodénal pour alimenter le patient parce que les données probantes ont démontré que l'alimentation doit commencer dans les 24 à 48 heures suivant l'admission. Sinon, la période sur ventilateur est beaucoup plus longue et le départ des soins intensifs est beaucoup plus long. Alors, ce sont des interventions très, très rapides qui doivent se faire autant en soins de courte durée que dans les autres milieux de soins. En santé publique, quand on parle de population, les nutritionnistes travaillent au niveau des ministères, des agences de santé, l'Institut national de santé publique, tout ce qui est agences qui font de la programmation, planification, que ce soit au niveau provincial ou fédéral. C'est pas clinique, mais en nutrition sportive, les nutritionnistes sont entre autres à l'Institut national du sport. Donc, imaginez un milieu et les nutritionnistes sont là, en plus de la pratique privée, naturellement. Ils peuvent avoir leur propre clinique. Même question. Alors c'est à moi. Oui, c'est ça. Ben, je commencerai en disant que tout à l'heure, quand j'ai parlé du champ d'exercice de la physiothérapie, c'est important aussi de bien identifier que oui, on va stimuler les déficiences, les incapacités, toujours dans un but de rendre optimal le niveau fonctionnel d'une personne. Donc, c'est le rendement optimal fonctionnel qui est toujours visé. Alors, un peu comme pour ma collègue Madame Bernier, j'ai tendance à dire, ben, on est un peu partout aussi, parce que partout où il y a de la déficience, où il y a des situations de handicap, nécessairement le physiothérapeute ou le technologue en physiothérapie sont habilités à intervenir. Et là, bien entendu, ça couvre une panoplie de milieux. On va parler dans le réseau de la santé des services sociaux, tant les CHSLD que le soutien à domicile, que les différentes autres instances. Parfois, les gens vont aller même en ressources pour personnes aînées, en ressources intermédiaires, donc en centre de réadaptation, donc plus spécialisé. Mais de plus en plus, on va voir aussi des physiothérapeutes, même des technologues en physiothérapie, en GMF. Alors, c'est encore assez récent. Bien récent, ça monte quand même quelques années, mais c'est une pratique qui s'implante. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'accès direct, d'où la nécessité de pouvoir justement mettre à profit ces professionnels-là dans les bons milieux, dans les urgences. D'ailleurs, il y a une équipe de Québec qui a, sur 5 sites, déployé un excellent projet où 33 physiothérapeutes sont désormais là, habilités à intervenir à l'urgence. Donc, ces gens-là sont à l'urgence, vont prendre en charge ce qu'on appelle les priorités 4 et les priorités 5, qui sont habituellement d'ordre neuro-musculo-squelettique. Alors, au lieu de passer par l'urgentologue, puis que l'urgentologue réfère à un physiothérapeute, etc., bien, on a inversé la boucle. Donc, il y a le triage. Au triage, on voit que ces gens-là sont des P3, des P4 et des P5 et neuromusculo-squelettiques. Alors, on les réfère tout de suite à un physiothérapeute qui les prend en charge, qui les évalue surtout et qui les rassure et qui leur donne les conseils pour la suite des choses. Le physiothérapeute ne va pas poursuivre le traitement à l'urgence. On sait que ce n'est pas le milieu, mais il va référer par contre dans d'autres secteurs comme les GMF, comme les cliniques privées pour la suite des choses. Alors, vous voyez, là, c'est quand même assez diversifié. Bien sûr, les cliniques privées, on les a nommées, mais par ailleurs, il y a aussi d'autres milieux comme maisons d'enseignement. Il y a des physiothérapeutes qui œuvrent à titre de gestionnaire également, des technologues en physiothérapie également, dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'en ai été une de celles-là pendant nombre d'années. Pour ne pas en oublier, cliniques sportives, beaucoup d'interventions sur le terrain, donc à suivre des équipes élites pour pouvoir s'assurer d'avoir donc l'intervention au bon moment avec le bon intervenant, mais justement le bon conseil pour la suite des choses. Retour au jeu, les physiothérapeutes sont désormais, avec la part du Collège des médecins, habilités à indiquer si un joueur aux prises avec un trouble crânien, un traumatisme crânien léger,
est habilité à retourner ou pas au jeu. Donc, ça, c'est quand même, on évite beaucoup, beaucoup de délais et il y a un suivi qui est très, très, très serré par rapport à ce genre de conditions-là. Alors, clinique dédiée à la COVID, on en a parlé. Donc, on a dans les structures de poste des physiothérapeutes, des technologues en physiothérapie qui y sont. Il faut que ça soit maintenu. Résidence pour personnes âgées, j'ai nommé. Pharmacie communautaire, il y a des projets en ce sens, donc, d'avoir des physiothérapeutes dans ces milieux-là. L'idée, c'est d'être où les gens sont et ont des besoins. Évoque un besoin et quand le professionnel est là, ou peut-être pas là directement, mais peut-être en pooling pour pouvoir répondre aux besoins. Encore une fois, ça fait partie des choses qui sont importantes là, et très pertinentes. Le fameux guichet d'accès à la première ligne, alors on souhaite bien sûr que les physiothérapeutes s'installent dans ce concept-là parce qu'on sait que c'est une clientèle qui n'a pas de médecin, qui est vulnérable, bien sûr, et qui demande réponse à une question. Donc, le ministre Dubé disait un appel, un service, il y aura quelque chose là qui va grouiller autour de ce genre de beaux concepts-là. Et pour terminer, bien sûr, les centres de santé communautaires, les organismes gouvernementaux et également les établissements scolaires. Donc, on a des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie qui agissent peut-être en plus petit nombre, mais qui sont quand même aussi présents dans ces différents milieux. Merci beaucoup. Puis, même question pour vous, M. Pépin? Je ne ferai pas différent de mes deux collègues ici. Le kinésiologue aussi est partout. Hein, donc, ça, on va se le dire aussi. Le kinésiologue, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que la profession est relativement jeune, on parle de 2001, donc étant donné que c'est relativement jeune, est encore en train de prendre sa place. Donc, il y a de nombreux projets pilotes dans différents milieux, dans différents domaines, et ils sont toujours couronnés de succès. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est positif, qui en amène d'autres, et qui en amène d'autres, et qui en amène d'autres. Donc, on pense justement au niveau du réseau de la santé, donc dans divers hôpitaux, il y a des projets, là, que ce soit, on a parlé tantôt des soins intensifs, à l'urgence aussi, en oncologie, en cardiologie, santé mentale aussi. Donc, il y a différents projets au niveau justement des différents hôpitaux qui font en sorte que le kinésiologue est impliqué pour aider à ramener un petit peu, là, comme le disait Mme Bernier ici, donc de ramener l'usager plus rapidement sur pied pour que ce soit le plus fonctionnel le plus tôt possible. Donc ça, évidemment, au niveau de la santé. Dans les GMF aussi, il y a de nombreux projets là, qui commencent à être mis sur pied et de plus en plus d'embauches au niveau des GMF qui sont faits. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très positif parce que l'impact est réel et concret. On le voit aussi, évidemment, dans des cliniques inter- ou multidisciplinaires. Donc, par exemple, que ce soit en clinique privée, où là, justement, il va y avoir, par exemple, un mélange de nutrition, physiothérapie, kinésiologue, médecin, etc. Et tout le monde travaille ensemble, justement, pour le bien du patient, pour l'amener à, justement, retrouver, on a parlé tantôt là, de capacité fonctionnelle optimale, donc de retrouver ça ici aussi, donc le rendre le plus apte et le plus fonctionnel possible. Évidemment, on le retrouve aussi dans différents milieux, donc au niveau de la performance sportive. Oui, il y a le sport de très haut niveau, donc on peut parler équipe nationale, équipe professionnelle. Oui, il y a des kinésiologues à ce niveau-là, mais il y en a aussi de plus en plus dans les niveaux, je vous dirais, un petit peu plus bas. Donc, que ce soit au niveau des sports-études, de plus en plus, il y en a pour justement profiter de ce jeune âge-là pour leur apprendre les bonnes bases, pour éviter des blessures ou des problématiques et éviter qu'ils soient rendus trop tard lorsqu'ils sont rendus plus vieux. Donc, on essaie vraiment d'intervenir en amont pour prévenir, parce que c'est ça, un des points forts du kinésiologue, c'est vraiment l'aspect de prévention. Hein, donc, que ce soit la prévention via les saines habitudes alimentaires. Donc, ça, si vous êtes intéressé par ça, cet aspect-là de prévention est très, très, très présent dans toutes les interventions du kinésiologue. Que ce soit une prévention aussi plus d'ordre physique, donc évidemment, par exemple, être capable de faire un bon mouvement, donc de mieux bouger pour prévenir des problématiques davantage d'ordre musculo-squelettique. Donc, cette prévention-là est vraiment le centre, si on veut, du travail du kinésiologue. Et on est heureux de voir, justement, on a parlé tantôt de la politique de santé, la nouvelle politique de santé du ministre Dubé, on est heureux de voir qu'on parle enfin de prévention au niveau du système de santé. Donc, c'était souvent plus dans le traitement et tout ça. Là, maintenant, on commence à parler de prévention. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, en tant que kinésiologue, pour nous, ça a été un bond sur les différents efforts qu'on a fait là, pour faire reconnaître la profession.
Et si je complète au niveau des différents milieux, je vais les nommer en rafale parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, je ne nommerai pas tous, mais on peut en avoir au niveau de l'enseignement collégial. Donc, s'il y en a qui ont un intérêt pour l'enseignement universitaire aussi, évidemment. On peut en retrouver tout ce qui est davantage métiers tactiques, donc pompiers, policiers, ambulanciers, militaires, astronautes, etc. Donc, il y a vraiment là, des kinésiologues qui sont dans ces milieux-là aussi. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous avez une idée, vous dites « moi, j'aimerais ça travailler avec tel type de clientèle », bien, vous pouvez y aller. Donc, c'est vraiment ça qui, je trouve, incroyable là, du rôle du kinésiologue puis de l'essor et de l'espace qu'il est en train de prendre justement là, au sein du milieu des professionnels de la santé. Merci beaucoup. Et puis, je vais rebondir sur une chose que vous avez dit, vous y avez déjà répondu, donc j'aimerais inviter mes deux autres invités à compléter. Souvent, vous parlez des différentes professions que vous représentez, un lien avec la pratique du sport, etc. La collaboration entre les professionnels de la santé, c'est important. Mais vous l'avez, M. Pépin, un petit peu déjà mentionné de votre côté. Est-ce que vous pouvez nous dire également, vous, avec vos professions, comment ça se traduit un petit peu, comment ça se positionne, la collaboration entre tous les professionnels de santé? Madame Dufresne, je vous donne la parole. Bien, écoutez, c'est un incontournable. Ça l'était dans les dernières années, mais force est de constater encore une fois qu'on ne peut pas faire seul. C'est pas dans l'intérêt du patient, c'est pas dans l'intérêt du public. Par contre, il faut que ce soit bien balisé. Il faut qu'on comprenne chacun les rôles et responsabilités respectifs. Hein. Le physiothérapeute a des actes réservés, est en mesure de faire des choses, a des compétences. Le kinésiologue a aussi des compétences. La nutritionniste a aussi des actes réservés. Alors, il faut mettre tout ça ensemble pour avoir la plus large vision dans la mesure où on protège toujours le public, bien sûr, là, de pouvoir collaborer ensemble. Donc, la collaboration interdisciplinaire, elle est, à mon sens, un incontournable des prochaines années. Puis, vers où on souhaite, je pense, s'en aller, je crois que le fruit est mûr. Ça ne se fait pas, par contre, en claquant des doigts. Il faut en convenir. C'est quelque chose qui se fait à même des discussions, à même des projets, à même de s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des rôles et responsabilités respectives. Donc, puis là où on peut aller, on y va. Puis là où on doit s'ajuster, bien, on s'ajuste. Mais moi, c'est sûr que, et dans mon titre, au niveau de l'ordre de la physiothérapie, comme vous le savez, on a 2 titres professionnels. Donc, on est en intra-professionnalité également. Et c'est facilitant parce que ça nous permet de voir justement jusqu'où on est capable d'optimiser l'organisation du travail pour accroître encore une fois les services. Moi, je suis de celle qui va être la première, bien sûr, à regarder qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. D'ailleurs, tous les autres professionnels sont déjà dans un exercice qu'on appelle élargissement des pratiques professionnelles. Et c'est vraiment, vraiment très, très pertinent. Et moi, je suis convaincue qu'il y a quelque chose de très, très intéressant qui va sortir de ça. Madame Bernier, vous voulez compléter? Mais maintenant, Madame Dufresne parle de l'élargissement des professions. Vous avez sans doute entendu beaucoup dans les médias le terme décloisonnement des professions. Il faut savoir que le Code des professions décrit le champ de pratique. Alors, pour la physiothérapie, c'est bien décrit. Pour les diététistes, nutritionnistes, c'est bien décrit. Les kinésiologues ne sont pas encore un ordre professionnel, mais quand même, leur champ est bien décrit. Donc, tout le monde s'entend. Suite à ça, les professions de la santé ont aussi des activités réservées. Bon, les médecins et les infirmières, par exemple, ce sont des professions à pratique exclusive, alors que la physiothérapie et la diététique, ce sont des titres réservés avec des activités réservées. Donc, c'est un peu hybride entre les deux. Alors, quand on parle de collaboration professionnelle, il faut bien connaître avec qui on collabore. Il faut connaître c'est quoi son champ d'exercice et quelles sont ses activités réservées. Pourquoi? Parce que le législateur, quand les lois et les règlements sont adoptés, le législateur décide d'accorder une activité réservée à un professionnel et ou d'autres, mais il le fait en pleine connaissance de cause après avoir vraiment étudié des dossiers très épais. De même, le Collège des médecins
va autoriser certaines professions, comme chez nous, c'est la prescription des analyses de laboratoire ou des vitamines, des minéraux, etc. Mais c'est après avoir bien analysé le dossier comme pour pas créer de préjudice. Et tant que tout le monde se respecte dans ces champs-là, quand on reste dans notre carré de sable, ça va très, très bien. Mais c'est sûr que plus on travaille ensemble, plus on est capable de penser, ah ben, cet aspect-là, le physiothérapeute devrait être interpellé tout de suite. On est capable de voir aller chercher l'autre, pas juste nous contribuer. Alors, on s'interpelle mutuellement. Et ce qu'il faut enlever comme impression, c'est que chaque professionnel peut faire ce que l'autre peut faire. C'est pas vrai. Sinon, on aurait tous la même formation, puis il y aurait une faculté en sciences de la santé. C'est pas le cas. L'illusion qui a été créée, ça a été un exercice fantastique pendant la COVID, lorsque tous les professionnels de la santé, ou à peu près, ont pu vacciner. Il faut savoir que le geste de vaccination, il a été décomposé en 3 ou 4. Le premier étant l'évaluation du patient. Alors, c'était toujours les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes et les pharmaciens qui avaient le droit parce que c'est déjà dans leurs activités réservées. L'évaluation après l'injection, les mêmes professionnels. Parce qu'il y avait un jugement professionnel à poser. Entre les deux, le fait d'injecter une seringue, ben, autant les physiothérapeutes que les nutritionnistes, on a pu le faire avec une petite formation parce qu'on connaît l'anatomie, puis on fait une injection intramusculaire. Et là où il n'y a pas de jugement professionnel, ben, ces actes-là, ces activités-là sont facilement échangeables. Mais où il y a un jugement professionnel, c'est unique à la profession. Et c'est ça qui est de vraiment agréable en interdisciplinarité, c'est d'aller se challenger puis de jouer les uns avec les autres. Ouais. Et de trouver les zones où c'est possible, justement. Oui, oui. Très intéressant. Avant de poursuivre les questions que j'avais pour vous, l'animateur de séance a le droit de casser un petit peu les règles qu'il a mis au début, donc je me permets de le faire, parce que je trouve qu'il y a une question intéressante qui faisait le lien avec ce qu'on a parlé avec la COVID. On a parlé du COVID long, évidemment, qui est une nouvelle maladie qu'il faut soigner. Donc je pense que tous les professionnels de santé, de près ou de loin, ont à faire face à cette nouvelle réalité-là de la COVID. Puis la question, visiblement, s'adresse pour tout le monde. Donc, on a connu des élargissements dans les champs d'action des professionnels du milieu de la santé avec l'apparition de la COVID. Comment cela a impacté votre pratique? Je pourrais commencer peut-être avec Monsieur Pépin. Bien, en fait, je crois que ça fait un lien justement avec ce qu'on vient de discuter de cet aspect-là de collaboration. C'est qu'évidemment, il y a eu certaines zones grises, le fait que c'était une nouvelle maladie et tout ça, c'était nouveau. Cette zone grise-là, justement, personnellement, je trouve, puis c'est ce qu'on remarque un peu sur le terrain, en tout cas du point de vue kinésiologue, je peux me prononcer pour mes collègues, mais d'un point de vue kinésiologue, ce qu'on trouve, c'est justement qu'il y a ce partage-là et cette volonté-là de vouloir aider le patient, aider l'usager aussi. Donc, il y a une meilleure, je trouve, collaboration qui en est sortie. Donc, simplement, là, je dirais que c'est ça l'impact, en fait, que ça a eu, c'est de travailler tout le monde ensemble et de comprendre que, oui, chacun a effectivement son champ d'exercice et c'est bien balisé. Par contre, il y a de nombreuses zones de collaboration aussi où, à ce moment-là, ben, c'est avec la discussion qu'on est capable de trouver la meilleure solution pour la personne qui est en face de nous, pour la personne qu'on désire aider au final. Parfait. Madame Dufresne, même réponse? Bien, je pourrais vous en parler longtemps de la COVID longue parce que c'est un chantier que je mène de front depuis mon entrée en fonction à la présidence le 10 juin dernier parce que c'est important, non seulement pour les professionnels de la physiothérapie, mais pour les gens qui ont besoin de services. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la COVID longue, c'est une nouvelle maladie. On commence à peine à la connaître avec ses relents, avec la façon qu'elle réagit aux différents programmes, traitements. Donc, il faut considérer cette clientèle-là comme étant en situation de handicap, ça c'est important de le dire, mais aussi elle a quand même une particularité que ne peut pas s'improviser d'intervenir avec quelqu'un qui est aux prises avec une COVID longue voudrait. Alors c'est vraiment important, c'est une clientèle vulnérable que l'on doit protéger. On doit la protéger pour s'assurer que ce soit les bons professionnels,
les bonnes disciplines qui interviennent dans un esprit multi. Et comme vous le savez, au Québec, il y a 15 cliniques de COVID longue actuellement qui sont en déploiement. Elles vont relativement toutes bien. Il y a la région Sherbrooke et Montérégie qui ont reçu un prix récemment pour avoir vraiment développé quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, M. Simon Descaries, qui est physiothérapeute, est avec moi sur le comité dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous, on veut vraiment faire évoluer ça pour s'assurer que les professionnels de la physiothérapie soient bien formés, soient habilités, soient compétents à intervenir en COVID longue. Par contre, ils ne peuvent pas le faire seuls, encore une fois. Donc, kinésiologue, diététiste, nutritionniste, tout le monde qui doit être impliqué parce que la COVID longue ne touche pas que 5 systèmes. Hein. Elle touche environ 13 systèmes et même plus. Donc, c'est très impactant comme maladie. Et à ce que l'on dit, ça pourrait être l'équivalent de quelqu'un qui a subi un AVC modéré à sévère en termes de séquelles, donc en termes de situation de handicap par la suite. Là. Il y a 3 personnes il y a 1 personne sur 10 qui va probablement avoir des symptômes de COVID longue après 3 mois, alors qu'il y a 1 personne sur 20 qui pourrait en avoir encore après 1 an. Alors, c'est pas banal quand on considère le nombre de personnes qui ont été atteintes de la COVID longue, notamment dans la phase Omicron. Bien, dans la phase Omicron, justement, une de nos collègues, une de nos membres, qui est une triathlète, mère de 4 enfants, a la COVID longue. Elle est allée en CHSLD pour aider avant l'apparition du vaccin. Donc, elle a été de plein fouet. Et c'est grâce à ces revendications et des personnes atteintes de cette maladie-là que les cliniques ont vu le jour là, dans le dernier budget du gouvernement où sont déployés des nutritionnistes et des physiothérapeutes, effectivement. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle maladie-là, il n'y a pas vraiment de données probantes. Et tout ce qui s'est publié depuis le 11 mars 2020 a été publié en ce qu'on appelle open source ou libre accès. Et pour rendre la littérature et pas revisée par les pairs encore. Alors, c'est publié, ça va tellement vite, là, c'est publié, et après ça, c'est revu par les pairs, et après ça, c'est publié de façon plus encadrée, si vous voulez, mais il y a une grande dissémination d'informations. Mais moi, je fais penser, tu sais, là, on était en urgence sanitaire, en pandémie. Moi, je suis assez âgée pour avoir vécu l'apparition du VIH-Sida. Et c'était tout à fait nouveau. Moi, quand j'ai gradué, on n'en parlait pas là, à l'université. C'est arrivé 1 an ou 2 après. Et on a appris sur le terrain. Et c'est en mettant ensemble nos connaissances dans les équipes interprofessionnelles qu'on a avancé. Et c'est pour vous dire que la collaboration interprofessionnelle, elle existe depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'il y a des situations qui font qu'on force l'optimisation de cette collaboration-là. Par exemple, moi, j'ai présidé une équipe aux soins intensifs qui était sur la prévention des pneumonies acquises sur ventilateur. Je suis nutritionniste. Mais parce que j'ai des connaissances qui touchent toutes les professions, et évidemment, on nourrit nos patients qui étaient aux soins intensifs avec un tube qui lui-même est à risque de causer une pneumonie. Alors, c'est juste pour vous dire que des fois, on occupe on fait des actions dans notre profession pour lesquelles on n'était pas formé. On apprend des autres, puis tout le monde grandit dans ça. On n'a jamais fini d'apprendre. C'est pour ça que les ordres professionnels insistent tant sur la formation continue obligatoire. Chez nous, on a un règlement sur la formation obligatoire. Les membres doivent avoir accumulé un certain nombre d'heures par période. Je pense que chez vous aussi. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Obligatoire. Mais on a quand même une PAC, oui. C'est ça. Une obligation de formation. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter un commentaire à ma collègue parce que c'est tellement pertinent? Quand on parle de collaboration, il ne faut jamais, jamais banaliser l'importance de l'implication du patient partenaire. Absolument. Dans la COVID longue, là, ça prend tout son sens. Ce sont eux qui la vivent. C'est une nouvelle maladie. Même les directives de l'Organisation mondiale de la santé sont des directives qu'on appelle évolutives.
elles sont amenées à changer avec les données qu'on va recueillir et qu'on continue de recueillir, mais la participation du patient partenaire, à la limite du proche aidant, sont des incontournables ici. D'ailleurs, je profite pour ceux qui vont voir à un moment la rediffusion de cette conférence qu'on a parlé également du patient partenaire dans une autre conférence des sciences de la santé pour les portes ouvertes de l'automne 22. Donc, vous pouvez également aller voir d'autres professionnels de la santé en parler. Et je pense qu'il faut également rappeler, on a une école de santé publique, donc je me fais leur porte-parole une minute, mais que la COVID n'est pas terminée, qu'il faut être prudent, il faut se protéger puis protéger les autres. C'est important. Bon, on a parlé de vos interventions, on a parlé de vos expertises, etc. Maintenant, généralement, les futurs étudiants et étudiantes se questionnent sur les perspectives de carrière, les débouchés. Comment ça augure pour chacune de vos professions? Je commence par vous, Madame Bernier. C'est excellent. Comme perspective de carrière, c'est excellent. Plus de 90% de nos étudiants qui graduent ont un emploi avant. Et même, je parlais à nos finissants, parce qu'ils finissent au mois de décembre normalement, tous leurs stages. Là, j'en ai qui veulent qu'on leur émette des permis avant parce qu'ils ont déjà un emploi. Alors, l'Ordre ferme ses portes pour les vacances, mais le département d'admission, non, parce qu'on signe des permis, puis donc c'est excellent. Et certains poursuivent à la maîtrise. Chez nous, le permis est accordé suite à l'obtention du baccalauréat. On a une demande de rehaussement de la norme de formation initiale vers la maîtrise professionnelle en continuum avec le baccalauréat. Mais tout ça, ça va permettre encore aux nutritionnistes d'être mieux intégrés dans l'équipe interdisciplinaire. Quand on regarde l'étude relance, les études relance qui sont faites par le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a un très faible pourcentage qui travaillent dans un domaine autre que leur étude. C'est vraiment en lien avec leur formation. Parfait. Madame Dufresne, même question, si la tendance se maintient? Je voudrais dire même réponse. En même temps, les perspectives sont excellentes. Elles sont multiples, elles sont variées. Je vous ai nommé tout à l'heure différents de nouveaux champs qui de plus en plus prennent un espace important, là, GMF, urgence, pharmacie communautaire et j'en passe, mais il n'y a pas de milieu qui ne peut pas être occupé, ça c'est clair. Nos finissants sont effectivement aussi très sollicités avant même de terminer, dépendamment des régions, mais pour la plupart, ils sont souvent, ils savent exactement où ils vont terminer, dans quel endroit ils vont aller. Souvent, ce sont les milieux de stage qui les ont eus, qui les ont adorés et qui les ont fidélisés. Donc ça, c'est une très, très, très bonne pratique que l'on encourage, bien entendu. Alors, c'est vraiment bien. Bon an, mal an, nous, à l'Ordre de la physiothérapie du Québec, on a à peu près une augmentation entre 200 et 300 nouveaux membres par année avec un 2 tiers physiothérapeute et 1 tiers technologue en physiothérapie. Et ça, c'est croissant depuis les dernières années. Donc, les perspectives, ça, c'est vraiment ce que nous, on amène comme nouveau permis. Et ces gens-là ne sont pas sur le chômage. Donc, c'est un bon indicateur. Parfait. Monsieur Pépin, pour les kinésiologues, comment ça se passe? De notre côté aussi, les perspectives d'emploi sont très, très bonnes. Évidemment, il y a un essor en ce moment qui est considérable. La pandémie a malheureusement mis en lumière une problématique qu'il y avait au niveau de tout ce qui était saines habitudes de vie, prévention et tout le travail qui se faisait autour de ça. Et c'est vraiment ça, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est vraiment ce avec quoi le kinésiologue travaille. Donc, le kinésiologue, justement, a une place à ce niveau-là et on a eu des très bonnes discussions avec le ministère de la Santé pour justement faire valoir, si on veut, la plus-value du kinésiologue au niveau des saines habitudes de vie. Et à ce moment-là, il y a eu justement des nouveaux projets qui ont été mis sur pied. Donc, je l'ai mentionné tantôt, là, que ce soit au niveau des habitudes de vie, mais aussi au niveau là, des différents hôpitaux et tout ça. Puis ça s'inscrit aussi dans l'approche d'une meilleure accessibilité aux soins de première ligne aussi, donc d'avoir un premier contact direct, rapide pour pouvoir aider. L'autre avantage que le kinésiologue a, c'est que oui, on peut travailler dans un objectif de traitement-prévention,
mais dans un objectif de traitement, excusez-moi, mais on travaille aussi dans un objectif de prévention et de maintien à long terme. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant au niveau des différentes perspectives d'emploi. C'est que la personne qui vient vous voir, oui, elle peut venir vous voir parce qu'elle a une problématique XY. Vous travaillez avec pour l'aider dans cette problématique-là, mais par la suite, bien, vous pouvez continuer à travailler avec parce qu'il y a toujours à améliorer au niveau des habitudes de vie, au niveau de la prévention. On peut toujours amener ça un petit peu plus loin. Mhm. Donc, justement, les kinésiologues qui travaillent ont justement souvent un bassin qui les suit et qui les accompagne là-dedans. Donc, à ce moment-là, dépendant du type d'intervention que vous voulez faire, du type de clientèle avec laquelle vous voulez travailler, mais il peut y avoir des suivis qui peuvent être, par exemple, voir une personne à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, mais de ça sur des années et des années de temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet là, d'avoir de très, très bonnes perspectives et on est confiant que ça va croître. Petit chiffre, donc on a à peu près, à peu près 500 gradués par année. Et les 500 gradués, là, évidemment, ne sont pas tous membres de la fédération parce que, bon, peut-être faire juste une brève petite note, là, mes 2 collègues ici présents, donc eux autres, c'est des ordres professionnels, donc c'est vraiment encadré par le Code des professions. Les kinésiologues n'ont pas encore d'ordre. On est en processus de reconnaissance, mais on n'a pas encore d'ordre formel. Donc, c'est une fédération qui essaie de travailler un petit peu, de faire un peu le même rôle qu'un ordre avec un peu moins, bon, sans les pouvoirs là, législatifs et tout ça. Mais donc, ce n'est pas les 500 qui deviennent membres de la fédération, mais on a tout de même 500 gradués qui terminent à chaque année. Et il y a des très bons taux de placement à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, réjouissant pour toutes vos professions. La population. Et la population, effectivement, car c'est pour la population le bien de chaque personne. Il reste 3 minutes, donc j'aimerais quand même poser la question que je pose à chacun de nos invités aujourd'hui. Si vous aviez un message ou un conseil à faire passer aux futurs étudiants qui sont également vos futurs collègues, on l'espère, lequel ce serait? Madame Bernier, c'est à vous. Écoutez, moi, j'ai tellement été heureuse dans cette profession-là que je ne peux qu'inviter les gens qui auraient des affinités quelconques avec le domaine de la nutrition à tenter l'expérience. Il y a tellement de débouchés. Moi, ce que je dis à mes stagiaires, parce qu'il y en a, ça ne va pas, je leur dis, écoute, tu n'es peut-être pas à ta place. La vie est trop courte, là. Il faut avoir du plaisir dans la vie. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir dans tout ce que je faisais et de toujours saisir les occasions. Mais venez nous voir, l'essayer, c'est de l'adopter souvent. Madame Dufresne. Alors, bien, écoutez, il y a vraiment une grande effervescence pour la physiothérapie au moment où on se parle, là, non seulement par le biais de la refondation du système de santé, mais par le biais aussi de beaucoup de projets novateurs qui ont donné vraiment des résultats et sur lesquels on va vraiment vouloir donner suite, notamment avec le ministère. Moi, je suis en discussion pour du déploiement à plus grande échelle. Donc, je ne répéterai pas ce que j'ai dit tout à l'heure. La crise de la pandémie, la physiothérapie, dans son historique, a toujours connu un essor lorsqu'il y a eu une crise mondiale. La grippe espagnole, les guerres, il y a toujours eu un essor. Et ici, là, présentement, non seulement il y a la refondation du système de santé, mais il y a aussi la pandémie. Alors, imaginez, 1 + 1, ça va faire 4 tantôt. Là. Ceux qui sont intéressés, je vous invite bien sûr à vous informer. Il y a des gens, d'ailleurs, il y a un kiosque ici, là, Mme Chantal Bessner est là. N'hésitez pas. Mais aussi, à l'OPPQ, on peut donner de l'information et vous diriger à la limite. Ça nous fera vraiment plaisir. Et qui sait, au plaisir un jour de vous croiser dans les différents milieux. Oui, vous voulez peut-être... En fait, je veux dire aussi, c'est vrai qu'une bonne source d'information, ce sont les sites des ordres et des fédérations. N'hésitez pas à venir nous voir. Tout à fait. Monsieur Pépin? Moi, je vais juste. Moi, le message que j'aimerais que vous reteniez, justement, c'est que le kinésiologue, une de ses particularités, c'est qu'il travaille avec la personne, mais avec ses capacités en considérant ses incapacités. Donc là, il y a une petite nuance qui est hyper importante et qui est tellement agréable, qui amène vraiment un vent de fraîcheur. C'est que la personne qui vient nous voir, oui, des fois, on va l'aider justement au niveau de ses différentes incapacités, mais très souvent, elle va venir en prévention, donc il n'y aura pas nécessairement de problématique. Donc, on a vraiment une approche où on lui permet simplement d'évoluer et d'amener des petites victoires, mais toujours dans un objectif de ses capacités. Donc, ça devient vraiment hyper intéressant pour lui. C'est vraiment un vent de fraîcheur. C'est vraiment ça qui est apprécié, là, qui fait que les gens reviennent et sont fidèles souvent à leur kinésiologue, justement, cet aspect-là
de fraîcheur, en fait, si je peux dire. Ben, merci beaucoup, merci aux trois. Je vois pile le temps respecté à la minute près. Donc, merci à vous d'avoir participé à cette conférence. Je rappelle que c'est vrai, vous pouvez trouver de l'information dans les différents sites internet des ordres, mais également, encore une fois, sur le site admissionumontréal.ca. Puis sachez également que durant toute l'année, il y a des séances d'information venant de responsables de programmes et également des conseillers au service de l'admission et du recrutement et puis des étudiants ambassadeurs de chaque programme pour vous aider, vous soutenir dans la demande d'admission et les démarches vers un domaine d'études et puis plus tard une profession. Donc n'hésitez pas à rester connecté avec nous. Encore une fois, merci et puis vous êtes évidemment toujours les bienvenus à l'Université de Montréal. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne continuité.